Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau Monsieur Jacques Habib-Sy. Il est chercheur et directeur de SUSDEV Consulting. Bienvenue à vous, Monsieur Sy. Merci, Alors, Jacques Habib-Sy, très rapidement, on peut dire que vous êtes analyste politique, consultant et ancien président de Aide Transparency International. Et présentement, vous êtes le directeur de SUSDEV Consulting. Est-ce suffisant pour vous introduire? Oui, et probablement, vraiment, mon amour de jeunesse, mon amour de toujours, ça a été la recherche et l'enseignement, l'enseignement universitaire. Oui. Et vous y êtes jusqu'à présent? Ah ben oui, bien sûr. Parlons communication, de vos domaines, parce que là, on vous connaît bien en tant que communicant. Tout d'abord, avec cette conférence de presse du candidat, on pourrait dire Macky Sall, au soir du 31 décembre, quel regard allez-vous projeter sur ce coup de com'? Voilà, ce coup de com' se voulait une sorte de buzz pour frapper les esprits. Oui. J'ai un peu regretté que le candidat sortant ait cru devoir faire sa conférence à partir du palais présidentiel et le faire selon les moyens également de l'État. Et donc, en plus, en n'invitant pas toute la presse. J'ai appris que ici même à Walfadjri, vous n'avez pas été invité. Je ne sais pas si à vous confirmer. Donc, voilà. Donc, je crois que c'était pas une bonne façon de faire. Généralement, le chef de l'État se met au-dessus, n'est-ce pas, des divisions, au-dessus des disputes entre partenaires, etc., pour se placer au niveau de la République. Ouais. Maintenant, ayant dit cela, je crois que sa conférence de presse a été essentiellement une tentative de se justifier. Sur quoi? Il a essayé de se justifier pratiquement sur tout, mais essentiellement sur toutes les promesses électorales qu'il n'a pas pu tenir. Il a fait au surplus un référendum qui a été une sorte de scandale parce que c'était un dédit d'une parole donnée, non seulement au peuple sénégalais, mais sur tous les podiums du monde, devant des chefs d'État, celui des États-Unis, de France, l'Union européenne, etc. Et ensuite pour se dédire qu'il ne mènerait pas son mandat jusqu'à terme, au terme de 7 ans. Finalement, il l'a fait. Alors, en dehors de ça, il y a les 500 000 emplois qu'il avait promis. Oui. Ça a été un ballon de baudruche, c'est évident, puisque nous avons noté que jusqu'à la semaine passée, il y a des jeunes Sénégalais qui vont se jeter dans les eaux océanes, oui, ou bien en Méditerranée, oui. Ou qui traversent le désert au prix du péril de leur vie. Nous avons des milliers de jeunes Sénégalais. Personne ne connaît le chiffre exact pour l'instant, mais ils sont suffisamment nombreux pour qu'on dise que c'est une catastrophe nationale, parce que ça a emporté malheureusement dans les eaux beaucoup plus de Sénégalais, de victimes, que par exemple le naufrage du Joola, oui. Qui est la plus grande catastrophe maritime de l'histoire. Donc vous voyez que si on continue à voir tous ces scandales aussi, si on explore, si on examine tout ce que dit la presse elle-même, mais les scandales qu'on voit à travers la gouvernance qui avait été promise comme étant une chose sobre et vertueuse, on voit qu'il y a tout sauf une gouvernance sobre et vertueuse. À la place, nous voyons que le chef de l'État met tous les membres de sa famille au poste de commande. Lorsqu'il ne peut plus dans son appareil, il le met dans les ambassades. En dehors des ambassades, il y en a partout, littéralement. Et son propre frère, et ça défraie la chronique, comme vous le savez, oui. A été impliqué dans un énorme scandale concernant la vente, n'est-ce pas, illégale de puits de pétrole à une tierce partie avec sa complicité. Je crois que c'est autant de choses
qui sont véritablement révulsantes du point de vue. Donc il voulait se dédouaner morale. en quelque sorte par rapport aux promesses qu'il avait tenues ou engagements même, parce que par rapport, surtout concernant le mandat, c'était un engagement de faire un mandat de 5 ans. Exactement. Oui. C'est un mandat de 5 ans qui s'est transmué en un mandat de 7 ans. Oui. En plus, regardez les types de rapports qu'il a avec la communauté de chercheurs et d'enseignants de ce pays. C'est-à-dire? Je crois que l'éducation nationale, c'est vraiment le socle du développement de ce pays. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit des centaines de classes d'abris provisoires, ce qui est un scandale aujourd'hui quand même en cette période où nous nous trouvons. Oui. Nous voyons également beaucoup de dysfonctionnements dans la façon dont les revendications légitimes, il faut le dire, oui, légitimes des enseignants sont prises en compte. Ils sont ignorés, on les snob d'année en année, et ensuite on leur dit d'attendre au moment où ils voient qu'on gaspille beaucoup d'argent, n'est-ce pas, au niveau de l'État. Il y a un train de vie, et ça aussi c'est une promesse de campagne, oui, un train de vie de l'État qui est tout sauf sobre. Hein. Regardez toutes ces agences qu'on multiplie partout et ce que ça nous coûte. oui. L'attelage gouvernemental, par exemple. Regardez l'attelage gouvernemental, on parle de 84 ministres, je ne sais pas si c'est vrai, je ne les ai pas comptés personnellement, mais je sais qu'ils sont très nombreux. Hein, c'est un record dans le contexte africain. Donc, on voit très bien que M. Macky Sall a des comptes à rendre et ce ne sont sûrement pas les meilleurs d'après tout ce que je viens de dire. Pourtant, il s'est targué ici. de bonnes performances au plan économique surtout. Je crois que tous les économistes qui suivent sérieusement l'évolution du Sénégal savent parfaitement que le Sénégal n'a pas tellement bougé de là où il se trouvait avant la prise du pouvoir par Macky Sall. On avait un taux de croissance qui ne dépassait pas 3% et maintenant on parle de plus de 7%. Alors, il faut savoir que ce taux de croissance-là, il est surfait. Parce que si de ce taux de croissance de 7%, vous enlevez l'input qui vient des sociétés étrangères, des sociétés libanaises qui sont sous des couverts que vous savez, etc., qui ne sont pas toujours très clairs, on voit très bien que, n'est-ce pas, le Sénégal serait comptable d'une croissance de 2,5 à 3%, d'après les spécialistes. Il y a beaucoup de rapports contradictoires qui ont été faits sur cette question-là. Ouais. Mais maintenant, les spécialistes ne se basent même plus sur ces taux de croissance-là. Le plus important, c'est de voir si des investissements productifs sont faits pour tirer vers le haut la société sénégalaise, surtout celle qui est frappée d'extrême pauvreté. Vous savez mieux que moi, il y a des manifestations de la pauvreté qui s'expriment sur tous les coins de rue, ici à Dakar, Saint-Louis, à Kaolack, partout. Le soir, c'est du Niambé, hein, que vous connaissez bien, que les gens cherchent. Hein, ils font des rangs impressionnants. Ensuite, les Sénégalais ne mangent pas à leur faim. Ça, c'est un fait. Hein. Les pauvres paysans eux-mêmes sont de plus en plus malheureux. Hein. On les voit bien parce que ce sont nos parents. On voit bien que donc leur niveau de vie n'a pas augmenté. Au contraire, il baisse d'année en année. Mais le plus désolant, vraiment, ce sont tous ces jeunes. Quand ils ne vont pas vers l'étranger, dans des circonstances assez dramatiques, ils sont là, mais ils ne font pas grand-chose. Vous les voyez dans les rues de la capitale des grandes villes, hein, en train d'essayer d'écouler leurs marchandises, n'est-ce pas, au prix d'efforts presque surhumains. Oui. Et vous voyez nos jeunes filles, nos jeunes femmes, qui sont dans un niveau aujourd'hui de prostitution, je ne dis pas toutes, hein, mais le niveau de la prostitution a augmenté de façon exponentielle. Nous le voyons tous. Oui. Hein. Donc il y a un affaissement des mœurs, il y a un affaissement de la morale. Hein, et donc avec les comportements que cela implique, tant du point de vue des accidents de la route, que du point de vue de tous ces drames qu'on a vus récemment, n'est-ce pas, dans la sphère familiale. Au final, c'était positif ou négatif,
cette Au opération final, de on peut dire que cette communication du président de la République n'a pas trompé les Sénégalais. Je ne pense pas vraiment. Parce que quand je discute... Ah oui, il y avait une volonté de tromper les Sénégalais. Bah, écoutez, il y avait une volonté, non, encore une fois, de tromper, oui, mais de dire que tout est bien, tout a marché, maintenant nous allons avoir du pétrole, on a une structure qui va gérer tout cela de façon transparente, etc. Mais je crois que les Sénégalais sont vraiment restés sur leur faim. Il m'arrive très souvent, lorsque je vais dans les quartiers, etc., dans les grandes places, de sonder un peu, oui. etc. Mais les gens, c'est très rare de voir des gens qui disent du bien de Macky Sall. Je crois qu'il devrait... Vous parlez de l'homme de la rue. Oui, je parle de l'homme de la rue. Il devrait, le président de la République, cesser de se baser sur ce que lui dit son entourage immédiat, parce qu'ils ne lui disent que ce qu'il veut bien entendre. Et essayer de voir les gens qui sont en dehors de ce cercle vertueux-là, pour s'adresser à tous ces gens qui lui en veulent personnellement, parce qu'ils ont été déçus de sa gouvernance. Ils l'attendaient, il y avait des espoirs très élevés, n'est-ce pas, dans l'ordre de la gouvernance, dans l'ordre du mieux vivre, sur tous les plans. Et au lieu de cela, nous voyons que de plus en plus, le Sénégal est en train de sombrer dans une forme d'extrême pauvreté qu'on ne connaissait pas avant. Oui, hormis le candidat Macky Sall, à quelques semaines de la présidentielle, le débat est-il de haut niveau globalement? Bon, il faut regretter que le débat n'ait pas été concentré sur les programmes. Mais je suis sûr que dans les semaines à venir, nous allons voir les candidats discuter des programmes. Mais cela est dû, cela s'explique par le fait qu'il y a, c'est la première fois que nous allons vers des, enfin l'une des premières fois, vers des élections non consensuelles. Le consensus qui a été mis en place si laborieusement a été rompu par la volonté du président de la République de ne vouloir en faire qu'à sa tête. C'est-à-dire de ne pas tenir compte, n'est-ce pas, des propositions de la société civile, qui par la suite a refusé évidemment d'aller à sa réunion dans des termes qui ne, évidemment, tenaient pas compte de toutes les propositions qu'ils avaient faites. Il y a des réformes assez sérieuses qu'il faut prendre en compte. Déjà, oui, on ne change pas les règles du jeu quand le jeu électoral a déjà commencé. Voilà la plus grande faute de Macky Sall. C'est-à-dire qu'il a engagé cette partie qu'il a appelée parrainage. Oui. C'est vrai que... C'était à 10 mois des élections. Oui, à quelques encablures des élections. Il est vrai qu'il y avait un système de parrainage, mais pour des éléments de la société civile. Les candidats indépendants. Mais cette mue vers les candidats politiques a été une opération hautement risquée, comme l'a montré, n'est-ce pas, la suite des événements. Oui. Je crois qu'il est absolument scandaleux de voir que tous ces candidats qui ont été éliminés sur la base d'abord de principes qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais pour en revenir au discours politique, il est assez élevé ou bien? Le discours, non, je pense que le discours est figé là où se sont figées les contradictions entre le président de la République sortant, oui, et tous les autres acteurs politiques. Voilà. Oui. À part son petit cercle de gens qui le soutiennent, je crois, dans Benno, il n'est d'accord avec aucun autre. Et pourtant, c'est des gens avec qui il a collaboré par un passé tout récent. Oui. Donc, cela nous laisse croire que il y a un blocage, on pourrait dire. C'est un blocage institutionnel qui découle de ce que le président de la République n'a pas pris en compte le travail d'orfèvre qu'a pu faire la structure que nous avons payée d'ailleurs, le peuple sénégalais, qui avait été mise en place avec l'assistance du président Amadou Mahtar Mbow, qui a fait un travail vraiment remarquable, qui a été salué par toutes les parties concernées. Oui. Mais il a mis tout cela de côté en disant qu'il ne prendrait que ce qui l'arrangerait. Et au finish, nous avons vu qu'il n'y a pas de réforme des institutions.
il n'y a pas de financement. Il y a eu le référendum avec 14 nouveaux points qui ont été inclus dans la Constitution. Mais bien sûr, c'était un référendum assez bizarre. D'ailleurs, je l'avais dit en son temps, je crois que je l'ai dit ici même. Sur le plateau de parce qu'un référendum, c'est oui ou non pour un point, mais pas pour une quinzaine, voire une 16aine de points. C'était vraiment, ça a amené beaucoup de confusion dans le landerneau politique, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. En cette période de pré-campagne, quelle posture devrait adopter la presse, notamment face aux exigences du CNRA? Voilà. Je pense que la presse se fait remarquer ces temps-ci par son caractère un peu trop partisan. Nous voyons des attaques, nous voyons des attaques ciblées. Par exemple, ces jours-ci, on est en train de cibler Monsieur Sonko, l'un des candidats, et je trouve cela particulièrement scandaleux. C'est-à-dire, c'est sur des bases tellement fallacieuses que vraiment, je crois qu'il faut... On atteste même le démenti de Toulon. Le démenti de Toulon. Il faudrait à ce moment-là que le Conseil audiovisuel se saisisse de l'affaire. Mais rien n'a été fait. On se demande à quoi il sert dans ces circonstances-là. Voilà. Ça, c'est un grand problème. L'autre grand problème, c'est que la presse a commencé à utiliser les fake news. Les fake news, vous savez, c'est une tendance mondiale, mais ici, elle prend vraiment des allures absolument scandaleuses. C'est-à-dire, d'honnêtes citoyens sont traînés dans la boue, on donne des, je sais pas, des nouvelles invraisemblables sur des questions extrêmement importantes qui peuvent même entraîner, n'est-ce pas, des conflits internes assez graves. Donc, on voit qu'il y a une sorte de vacuum ici. Malgré le fait qu'on a un code de la presse qui a été mis en œuvre il n'y a pas longtemps, ce code ne semble pas répondre à toutes les attentes des journalistes eux-mêmes, d'abord. D'ailleurs, son application est toujours latente. Voilà, son application est latente, et on voit qu'il y a quand même un appauvrissement, hein, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais un appauvrissement des journalistes eux-mêmes qui sont pas mis dans des conditions de salaire, des conditions de travail, etc., qui puissent leur permettre d'être complètement performants. C'est pour ça que ceux parmi les journalistes qui font un excellent travail sont absolument exceptionnels, parce qu'on se demande comment ils peuvent faire cette qualité de travail dans des conditions aussi adverses. Absolument. Et les réseaux sociaux dans tout cela, là-bas aussi il y a des canevas qui sont incontrôlables. Incontrôlables, je crois que c'est lié aussi là aussi au fait que les citoyens sénégalais qui sont à l'extérieur en particulier ne trouvent pas d'autre mode, n'est-ce pas, d'expression de leur frustration que de prendre leur portable, de faire des lives, etc., et de s'adresser au reste de la population, mais en des termes qui sont très peu élogieux vis-à-vis du chef de l'État. Mais je ne dis pas qu'il faut encourager ces injures extrêmement graves pour certaines qui ont été prodiguées à l'endroit du chef de l'État, mais il faut absolument mettre de l'ordre dedans. Mais l'ordre, ce n'est pas la répression. On a vu qu'il y a eu cette tendance à vouloir, disons, il y a une loi même qui a été votée à l'Assemblée nationale. Exactement. Hein. Bon, je crois que ça devient une tendance des régimes africains qui se sentent un peu menacés et aux abois. Mais je crois qu'il ne faut pas aller dans cette direction et qu'il faut discuter de façon responsable avec les partenaires et aussi faire un travail, n'est-ce pas, de suivi auprès des populations émigrées à l'étranger. Or, ces populations ont l'impression d'être laissées pour compte. Hein, ils se sentent comme étant les dindons de la farce. Voilà. Monsieur Sy, au moment où la justice est pointée du doigt, le président de l'UMS annonce publiquement que l'exécutif bloque la transparence au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Votre réaction? Oui, bon, je crois que c'est vraiment dommage, parce que c'est un sujet justement sur lequel le travail qui avait été fait par M. Amadou Mahtar Mbow s'est prononcé, à savoir il faut une réforme des institutions, une réforme en profondeur.
Du point de vue de la justice, qu'est-ce qu'un président de la République a à faire dans un conseil supérieur de la magistrature, même s'il en est le président honoraire? Le fait qu'il veuille accepter d'en être le président honoraire montre parfaitement qu'il n'est pas à sa place là-bas, parce qu'on peut se passer d'un président honoraire. Par contre, il faudrait laisser le Conseil supérieur de la magistrature, et ils l'ont dit eux-mêmes, les magistrats. On a des magistrats patriotes qui savent ce qu'ils veulent et qui disent qu'un président de la République n'a rien à faire dans ce Conseil supérieur de la magistrature et qu'il n'a rien à faire à, disons, piloter leur carrière, etc., ou à punir certains. Je crois que tout le monde se met d'accord sur le fait qu'il faut changer ce système-là. Mais en dehors de ça, on voit que dans la façon dont les procès se déroulent, on voit une intrusion par le procureur de la République le plus souvent, ensuite même par le ministre de la Justice de plus en plus, n'est-ce pas, une intrusion dans les processus de justice qui sont en cours dans les tribunaux, ici et là. Donc je crois que ça, c'est une situation extrêmement grave sur laquelle il faut revenir. Je pense que l'État, et en tout cas le président de la République, ne peut pas espérer pouvoir construire le Sénégal dans la paix en procédant de la sorte, c'est-à-dire en ayant une Assemblée nationale sous ses ordres, en ayant un système judiciaire qui contrôle et sur lequel il exerce parfois des pressions extrêmement vives. Ça, tout le monde le voit à travers la façon, par exemple, dont le Conseil constitutionnel se comporte en ce moment. On voit un Conseil constitutionnel absolument horrible dans sa façon de se comporter avec les partis ainsi que dans le processus de parrainage. On voit très bien qu'il y a des failles dans ce système-là et que c'est des failles qu'il faut corriger. En tout état de cause, je crois qu'il faut se mettre d'accord et soutenir la position défendue par l'ensemble des acteurs de la classe politique, à savoir que ce parrainage n'avait aucune raison d'être, que c'était prématuré, que ça a été mené de façon assurée, que par ailleurs personne ne savait quelles étaient les règles du jeu sur la base de laquelle le Conseil constitutionnel allait, disons, évaluer le parrainage. Et donc, il faut simplement le supprimer et laisser tout le monde aller aux élections. En ce moment, les prédictions qui ont été faites également par le chef de l'État et par toute son équipe, qu'il y aurait, je ne sais pas moi, 100, 200 candidats, etc. Mais elles sont révélées fausses. Parce qu'au finish, ceux qui ont pu faire ce parrainage-là, etc., ceux qui ont pu déposer, ce n'est pas un nombre exponentiel. 27. Il y en a 27. 27, je crois, ça nous ramène au chiffre de Madagascar, par exemple, qui a eu un peu plus d'une vingtaine de candidats. Et 24 pour le Mali. Voilà, et 24 pour le Mali, et ça s'est très bien passé. Alors pourquoi cette précipitation? Sinon, parce qu'on voulait éliminer probablement des adversaires gênants. Oui. En termes de gouvernance, on fait état de 1153 milliards de pertes fiscales non recouvrées de 2012 à 2014. Dans ce cas, doit-on parler d'une administration performante? Non, je crois que l'administration est tout sauf performante. Si on s'en tient aux évaluations qui ont été faites par la Banque mondiale elle-même, mais nous avons vu M. Ousmane Sonko, qui est quand même un fiscaliste, qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui estime que l'État est en train de perdre des milliards, n'est-ce pas? Sans compter qu'on est en train de faire disons, des sortes de rabats à des partenaires qui devraient normalement payer à la fiscalité des milliards. Mais ils sont exonérés et on ne voit pas sur quelle base, n'est-ce pas, ces exonérations prennent place. Je crois qu'il faut repenser tout ce système-là et faire en sorte que les fiscalistes, les patriotes aussi, parce que je crois que parmi les fiscalistes, il y a quand même, il faut le dire, des gens qui ne pensent qu'à enrichir, n'est-ce pas, les sociétés étrangères, et d'autres qui pensent davantage, n'est-ce pas,
au sort qui est réservé à la population et au meilleur parti vraiment que le Sénégal, en tant qu'État, en tant que nation, peut tirer parti de la fiscalité. Quelque part, on parle aussi de démotivation chez certains agents du ministère des Finances, surtout au niveau de la DGID. Oui, bon, je crois que là, c'est vraiment l'administration sénégalaise de façon générale a besoin d'un toilettage parce qu'il y a des pratiques, des processus, une vitesse d'exécution et des rapports entre l'administration et le chef de l'État, les différents services, les agences, etc. C'est un méli-mélo absolument extraordinaire. Et l'administration est tout sauf performante. On le voit à travers les lenteurs habituelles connues des Sénégalais, dans le domaine de l'accès aux services, par exemple, etc. Sous ce registre, les corps de contrôle se font prier dans la production de rapports annuels et se rassurant dans la lutte contre la malgouvernance. Et contre la corruption, non, je ne pense pas. Je crois que là aussi, il y a de la place pour une bonne réforme. D'abord, l'inspection générale d'État devrait être complètement détachée de la présidence de la République. En dehors de cela, on note que l'inspection générale d'État a été accusée très souvent, à tort ou à raison, encore une fois, mais a été accusée d'avoir parfois produit des rapports qui ont été orientés pour abattre, n'est-ce pas, des ennemis supposés du chef de l'État ou des choses comme ça. Donc, pour éviter... Ils peuvent se permettre d'agir de la sorte en tant que commis de l'État, grand commis même de l'État. Mais bien sûr, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Il faut une réforme en profondeur, mais complète, n'est-ce pas, du système des moyens à travers lesquels l'État entend peser de tout son poids sur deux phénomènes qui sont vraiment extraordinaires dans le contexte sénégalais, c'est-à-dire la corruption d'une part et d'autre part les performances de l'administration. Une administration doit être performante, mais pour qu'elle soit performante, il faut qu'elle se mette complètement au service du peuple sénégalais. Je crois que c'est ça qui est vraiment le yardstick, n'est-ce pas? L'IGE est logé au palais, de même que l'OFNAC. Il faut les sortir du palais. Il faut qu'ils soient complètement indépendants du palais et qu'eux-mêmes, ils soient dotés de systèmes de contrôle, n'est-ce pas, qui puissent vraiment juger de leur bonne performance, qui puissent juger aussi de leur impartialité. Oui, dans ce cas de figure, à qui la faute? Aux agents de l'État qui sont dans ces structures de contrôle ou bien au guide, ou bien le chef de l'État même? Écoutez, quand vous allez à la guerre, quand il y a une défaite, qui sait à qui impute-t-on l'échec? Sinon au général, ou au colonel, ou au capitaine qui sont à la tête des hommes de troupe. Je crois que c'est ça le problème. Il faut que le président Macky Sall, de façon vraiment ouverte et sans faux fuyant, n'est-ce pas, accepte, n'est-ce pas, de faire ces réformes-là. On lui a demandé ça depuis longtemps, toute la société civile lui a demandé ça, M. Amadou Mokhtar Mbow, toutes les personnalités religieuses également, puisqu'elles disent toujours qu'il faudrait un Sénégal de paix, mais un Sénégal vertueux également. Ils voient parfaitement, ils comprennent les scandales qui se déroulent sous leurs yeux. Oui, quelque part aussi, l'OFNAC s'est emmuré dans un silence depuis le départ de Madame Nafi Ngom Keïta, pour les raisons que nous savons. Madame Nafi Ngom a pris son magistère très au sérieux, a instruit les dossiers. Elle ne devait pas le prendre au sérieux. C'est exactement ce qu'elle devait faire, parce qu'on sait quels étaient ses termes de référence, et c'est ces termes de référence qu'elle a exécutés dans la dignité, dans la célérité, et vraiment, je crois que le peuple sénégalais avait commencé à applaudir des deux mains. Et c'est à ce moment que le président Macky Sall a décidé de mettre abruptement, sans autre raison, que... Son mandat avait terminé. Oui, bon, son mandat allait finir, mais à cause de l'excellence du travail qu'elle faisait, il n'y avait aucune raison de l'enlever de là, je crois. Donc, je crois que, franchement, le bilan de M. Macky Sall
en matière de lutte contre la corruption est complètement teinté, n'est-ce pas, d'un goût d'échec, un goût amer. Ah oui, en 2012, on nous avait promis une reddition des comptes, surtout avec la CREI. Mais bien entendu, et je vois que de plus en plus, on a des scandales, on a des rapports qui condamnent, n'est-ce pas, des agents de l'administration, des directeurs d'agences, de sociétés, etc., mais sans que l'État ne décide, n'est-ce pas, de mener à terme ces enquêtes-là et de les amener devant les tribunaux. Je crois que c'est ça qui est important. Voilà, je crois que cette situation est vraiment dommageable à la paix civile dans le Sénégal, parce que ça crée vraiment des frustrations, ça crée beaucoup de tensions à l'échelle de toute la société, puisque les plus jeunes, les chômeurs, les gens qui ont des salaires vraiment insignifiants sont frustrés et pensent qu'il faut que cet argent soit partagé de façon égale par tous les Sénégalais qui ont besoin aussi, n'est-ce pas, d'un mieux-être, d'un mieux-vivre dans leur évolution. L'État a eu cette volonté à travers les bourses de sécurité familiale. Oui, ça c'est vrai. Bon, mais ces fameux filets de sécurité n'ont pour objet que de lutter contre l'extrême pauvreté, Madame Baké. Or, l'extrême pauvreté, vous laissez quand même de côté la pauvreté. Même si vous venez à bout de l'extrême pauvreté, ce qui n'est pas le cas encore, puisqu'on sait que le nombre de bourses qui sont données n'épuise aucunement le nombre de pauvres, des pauvres extrêmes. Il y a tous ces gens qui sont pauvres et qui sont dans les nouvelles marges de la pauvreté. C'est ça qui est absolument extraordinaire. D'abord au niveau de la sécurité alimentaire. Les gens ne mangent pas à leur faim. Et lorsqu'ils mangent, nous sommes devenus la poubelle de l'Occident. Il y a des bouillons, il y a toutes sortes de choses qui pénètrent dans notre espace et qui nous tuent à la vitesse grand V. Parce que vous avez vu le nombre de cancers. Il y a une montée exponentielle qu'on n'a jamais connue. D'ailleurs, on n'a même pas de nom pour désigner cette maladie-là, tellement elle était rare. Il y a 20-30 ans, cette maladie était très rare, elle était méconnue presque des Sénégalais. Mais aujourd'hui, ça fait des ravages. Et malgré le fait que ça fasse des ravages, l'État n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de soigner tous ces malades-là. Il y a beaucoup de malades qui ne sont pas pris en charge. Ils vont dans les hôpitaux qui sont devenus des mouroirs. Malgré l'achat des machines de radiothérapie? Malgré l'achat, ça ne couvre pas tous les besoins. Vous ne pouvez pas faire venir quelqu'un de Fongolimbi, n'est-ce pas, et penser que vous pouvez le soigner ici, avec toute sa famille qui vient avec lui, etc., dans des conditions extrêmes, je dirais. Prenez par exemple les dialysés. On a un nombre de plus en plus grand de gens qui sont sous la dialyse. Et ça coûte extrêmement cher. Ils ne sont pas en mesure de payer. Et donc, la plupart du temps, ils attendent juste la mort qui est devant elles. Et lorsqu'elle frappe, ils s'en vont dans la dignité, avec, dans la douleur aussi de leur famille respective. Simplement parce que les politiques de santé publique sont des politiques où on fait de beaux discours, mais sans véritablement prendre le taureau par les cornes. On avait une petite éclaircie lors du passage de Madame, l'ancien ministre de la Culture, Madame Eva Marie-Colsec, qui avait commencé à faire un travail appréciable au début de son magistère, mais on voit maintenant que véritablement les choses sont restées en l'état. Nous avons des agents de la santé publique qui sont presque de façon perpétuelle en grève ou dans des... Avec Anne de Gassam qui en est à son 20e, on pourrait dire, plan d'action. Anne de Gassam. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de négociation entre l'État et ses syndicalistes. Absolument, absolument. Cela montre de façon évidente qu'il y a vraiment une sorte de malaise qui est là et sur laquelle l'État doit agir maintenant. Jacques Habib Sy, après un premier tri, 20 candidats à la candidature pour l'élection présidentielle ont été recalés au moment où 7 ont franchi la barrière du parrainage, surprenant ou pas? Écoutez, je ne suis pas très surpris puisqu'on a déjà le Premier ministre qui avait annoncé la couleur
en disant qu'il pensait que 7 ne passeraient pas, seraient là. Hein, et que il avait indiqué qu'il n'y aura même pas 5 candidats en face. Il n'y aurait pas 5 candidats en face, oui. Voilà, exactement. Mais on voit très bien que ces prédictions sont en train de se réaliser. Si on considère qu'actuellement, c'est 7-2, hein, les deux candidats, Khalifa Sall et Karim Wade, il est fort probable qu'on ne leur permette pas de se présenter aux élections. Même s'ils ont franchi le cap du parrainage. Même s'ils ont franchi le cap. Je crois qu'on s'attend à ce que d'un moment à l'autre, le Conseil constitutionnel annonce l'invalidité, n'est-ce pas, de leur candidature. Pour Karim Wade, au plan juridique, on pourrait l'admettre. Mais Khalifa Sall, il bénéficie toujours de ses droits en tant que justiciable. Oui, mais même dans le cas de Karim, bon, je ne suis pas un juriste, mais les juristes disent que rien n'empêche qu'il puisse se présenter. Mais après avoir épuisé tous les recours que lui offrait la loi. Voilà, bon, dans le cas de Karim, je suis moins sûr, comme je disais, mais je ne sais pas très bien comment est-ce que, sur quelle base est-ce qu'on va prononcer l'invalidité de sa candidature. Mais dans le cas de Khalifa Sall, on voit très bien qu'il y a là un parti pris délibéré pour éliminer un adversaire de la course présidentielle. Ah oui? Oui, parce que, écoutez, il a passé le cap du parrainage. On sait qu'il a battu le président de la République par 2 fois de façon nette, claire, etc., haut la main, ici à Dakar. Et que donc c'est un maire qui était devenu indéboulonnable. Voilà, je crois que ça aussi, c'est des faits sur lesquels il faut se prononcer. Les conditions dans lesquelles on l'accuse sont aussi scandaleuses. Parce qu'on vous accuse, mais on est censé être innocent jusqu'à ce qu'il ait été prouvé qu'on est coupable. Or, on l'a jugé là, sur la place publique depuis très longtemps. Des membres éminents de l'appareil d'État, tous les jours, sont sur les plateaux de télévision en train de juger M. Khalifa Sall, ce qui est scandaleux, je trouve. Hein, parce que vous n'attaquez pas un adversaire qui est en prison, qui ne peut pas se défendre à partir de sa prison, et pour dire... Lui aussi, il a ses poulains. Oui, c'est vrai qu'il a ses poulains, mais je crois que c'est des mesures exceptionnelles qui ont été prises. Monsieur Khalifa Sall aurait très bien pu rester chez lui jusqu'à ce qu'il soit jugé et qu'on en ait fini avec le jugement. Il n'y avait aucune raison de le priver de sa liberté. J'en profite d'ailleurs pour dire que les tribunaux sont accusés, les procureurs de la République en particulier, de priver de liberté trop de gens. Il faut que cette question-là soit mise sur le tapis hein, et que dans le cadre de la réforme en profondeur de la justice, qu'on puisse véritablement se pencher sur cette question. On a proposé même un juge des libertés comme aux États-Unis. Bien sûr, absolument, parce que c'est une chose extrêmement grave de prévenir quelqu'un, d'empêcher quelqu'un d'aller et de venir librement. Oui, pour en revenir aux 7 qui ont franchi la barrière du parrainage, il y a aussi des mastodontes comme Idi, Sonko, dans le lot, en face du président Macky Sall. Oui, et je pense qu'ils vont mener le combat sans concession. C'est des hommes politiques avertis, qui ont de l'expérience et qui l'ont montré. En tout cas, dans le cas de Ousmane Sonko, on peut dire qu'il n'a fait aucune concession sur les principes à partir desquels il s'est jusqu'ici battu, c'est-à-dire des principes de liberté, des principes de lutte contre la corruption et des principes d'instruire. Même s'il y a un scandale qu'on lui colle. Oui, mais bon, je crois que ça, c'est des enfantillages. On lui colle. Et là, la presse, vraiment, cette presse-là, on peut l'accuser, et elle le sera certainement, d'avoir pris parti dans une affaire qui n'est pas la sienne finalement. Mais c'est une presse aux ordres, nous le savons. C'est une presse partisane. Une certaine presse. Une certaine presse qui marche avec le président de la République et qui essaie d'amener de la confusion, n'est-ce pas, dans la perception, l'excellente perception que les Sénégalais ont du candidat Sonko.
Tullow Oil a sorti un démenti pour dire que c'était pas vrai, que c'était faux, cette nouvelle. Et donc, je crois qu'il faut qu'on arrête cela. Il faut que le candidat sortant, Macky Sall en particulier, qu'il s'emploie à partir de maintenant à faire de ces élections-là une affaire de paix, une affaire non seulement de paix, mais d'équité. Vous le soupçonnez derrière cette intrigue? On a dit, à tort ou à raison, encore une fois, mais on l'a dit, que ce sont des partisans, n'est-ce pas, ou des amis au président de la République qui sont en train de mener tout cela tambour-bottant, en particulier ceux qui sont là-bas à la présidence de la République, comme ceux qui sont en dehors, mais qui sont à l'APR. Hein. Donc c'est une véritable campagne de guerre contre l'un des candidats, et je trouve que cela est totalement injuste. Surtout que ça prend place dans un contexte où le candidat Macky Sall bénéficie d'une manne financière vraiment extraordinaire. Ah oui? La manne financière vient de deux sources. La première, c'est qu'il y a un vide juridique qui tient à ce qu'il n'a pas voulu réformer le financement des partis politiques. Pourtant, c'était prévu dans le référendum. Oui. Mais encore une fois, là, il a mis tout ce qui ne l'arrangeait pas de côté et il a fait autre chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle vulgairement la caisse noire présidentielle. C'est-à-dire, chaque année, on lui vote, n'est-ce pas, des fonds qu'on dit secrets. Pourquoi sont-ils secrets? Mais à hauteur de 8 à 12 milliards de francs CFA. À 12 milliards? Ah oui, absolument. C'était fixé à 8 milliards. C'était à 8 milliards, mais j'ai vu par deux fois qu'on avait mis 12 milliards au lieu de 8 milliards dans certains journaux, dans la presse. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est véritablement cela? Mais toujours est-il que c'est une somme énorme, même si c'est 8 milliards. 8 milliards, regardez le nombre d'hôpitaux, le nombre d'écoles, etc., que ça peut créer. Donc je crois que là aussi, il vient avec toute cette manne d'argent et c'est ce qui crée cette financiarisation croissante, n'est-ce pas, du processus politique. Hein? On sait, tout le monde sait que les candidats sont obligés d'aller chercher des milliards. D'où viennent tous ces milliards-là, etc. Les uns sont bien moins lotis. Il y a des candidats qui demandent à leurs adhérents de faire un effort supplémentaire pour pouvoir les soutenir. Mais qui aujourd'hui peut dire au Sénégal que l'argent du pétrole, l'argent indu du pétrole, n'a pas été injecté dans le processus politique? Personne ne peut le dire avec fermeté. Pour le moment, on ne parle que de contrats. Oui, mais les lobbies ne restent pas tranquilles, vous le savez, ils sont parfaitement actifs et ils agissent en amont. Donc voilà, je crois qu'il y a des craintes de ce côté-là, et d'autant plus que le frère, n'est-ce pas, du président de la République a été impliqué dès l'amont dans ces questions de contrats pétrolifères, etc., d'exploration, etc. Oui. Et c'est des situations qui sont vraiment gênantes. Hein. On n'attendait pas ça de la part d'un président de la République. Oui, une présidentielle avec 5 voire 6 candidats au Sénégal en 2019, un grand bond au plan démocratique ou bien un recul? Un recul singulier, Madame Baquet. C'est un grand recul parce que pour la première fois, nous sommes en train d'aller à des élections non consensuelles. Le consensus avait établi au prix du sang. Des martyrs sont tombés ici et au prix de très grands efforts. Hein, et c'est cela qui a été malheureusement rompu par le candidat Macky Sall. Donc c'est peut-être un appel qu'il faudrait que nous lui lancions, que je lui lance en tout cas personnellement, pour qu'il ramène la paix, qu'il discute avec tous les partenaires. En quoi faisant? Ce n'est jamais trop tard pour discuter. Les partenaires, la classe politique, à l'unisson, a dit, écoutez, enlevez-nous, s'il vous plaît, ce ministre de l'Intérieur. Nous sentons qu'il est trop partisan pour pouvoir mener de façon indépendante, n'est-ce pas, ce processus politique-là. Oui. Donc, enlevez-le et mettez quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce jour.
Une demande non satisfaite. Une demande non satisfaite et qui devrait, à mon avis, être satisfaite pour que cela ramène la paix dans le pays et au niveau de la classe politique. Ensuite, au-delà de cette revendication, il y a le fait que tout le processus électoral doit être discuté. Parce que les élections, c'est ce qui se passe en amont. Déjà, à ce niveau, il y a beaucoup de problèmes, mais aussi ce qui va se passer le jour des élections. Tout cela doit se préparer et nous savons que la carte électorale n'est pas encore figée, ce qui est quand même assez surprenant. Vous n'allez pas à des élections avec une carte électorale où on fait bouger les lignes. Oui, il y a même eu un transfert d'électeurs. Oui, il y a eu un transfert d'électeurs. Plus de 600 000. Mais absolument. Alors tout cela, je crois que c'est scandaleux, quoi, honnêtement. Oui, et le chiffre, 5-6 candidats, alors qu'en 2012, on avait 14. Oui, mais c'est pas un progrès. Hein. Un niveau de maturité démocratique. Non, comme non. cela se passe aux États-Unis. Non, non, non. Ça aurait pu être pris comme un niveau de maturité si on avait fait le parrainage selon les règles de l'art, si tout le monde était d'accord, s'il y avait un consensus autour des formes par lesquelles, n'est-ce pas, ce saucissonnement de la classe politique devait se faire pour lutter. Mais il y avait bien d'autres méthodes vraiment de lutter contre ce grand nombre de partis politiques. On avait dit qu'il fallait simplement appliquer ce que dit la loi. Si on appliquait ce que dit la loi, même la paire ne passerait pas le cap. Ah oui? Mais bien sûr, parce que la loi sur les partis politiques demande à ce qu'il y ait des comptes rendus qui sont régulièrement faits de leurs activités, de l'origine de leur financement, etc. Toutes choses qui ne sont jamais faites, véritablement. Donc, pour le parrainage, on a voulu rationaliser les candidatures. Voilà, exactement. C'était surtout les candidatures, alors qu'il s'agit d'aller au-delà des candidatures et qu'une bonne fois pour toutes, on règle dans le principe la problématique, n'est-ce pas, de l'élection des candidats. Mais la société civile a cautionné tout ce qui s'est passé au niveau du Conseil constitutionnel, puisqu'elle y a assisté. Oui, mais ce n'est pas toute la société civile. C'est une société civile qui a été choisie sur une base triée sur le volet par le Conseil constitutionnel sur des bases qui n'ont pas été éclaircies. Qu'est-ce que ces éléments de la société civile ont de plus que les autres? Pourquoi? Ça n'a pas été clarifié. Donc on ne sait pas. Donc il y a une nébuleuse autour de tout cela et il faudrait je pense que d'ailleurs leurs collègues ont commencé à les critiquer en disant que ce n'était pas normal qu'ils aillent dans ces conditions pour aider le Conseil constitutionnel et que dès le départ, quand ils voyaient que les règles du jeu n'étaient pas équitables pour tous, ils auraient dû sortir de ce guêpier, n'est-ce pas, et dire au Conseil constitutionnel qu'ils n'étaient pas d'accord. Du 24 février 2019, il s'agit des femmes. Elles ont pratiquement toutes été éliminées après les vérifications sur le parrainage. Alors ça, c'est une incongruité, mais presque un scandale, je devrais dire, hein, de cette campagne. Parce que les femmes sont très braves, nous le savons tous. Elles tiennent à bout de bras tous les partis politiques. Tout le travail de base, le plus souvent, c'est elles qui le font. Par conséquent, on aurait pu s'attendre à ce qu'elles aient une plus grande place dans ce processus-là. Surtout qu'il y a une loi sur la parité. Surtout qu'il y a une loi sur la parité, et cette loi sur la parité aurait dû être appliquée. Est-ce qu'il faudrait en conclure que Abdoulaye Wade était plus en faveur des femmes que Macky Sall? Je crois qu'il faudrait admettre cette vérité, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait dû éliminer tout de go toutes ces femmes. Oui, mais je crois que aussi il y a une faiblesse peut-être. Non, je ne crois pas. Bon, il est vrai que pour certaines des candidates, elles n'étaient pas très connues quand même hein, de la population sénégalaise. Ou pour d'autres, elles sont venues sur le tard dans la campagne. Et donc, au finish, elles n'ont pas pu rassembler tous les suffrages qu'elles auraient pu faire si elles avaient mis 3, 4, 5 ans, n'est-ce pas, à rassembler ces suffrages-là, parce qu'une élection présidentielle, ça se construit sur la durée. Donc c'est la popularité qui a joué en leur défaveur? C'est la popularité a joué en leur défaveur, mais je pense que malgré cela,
on aurait dû appliquer la loi sur la parité et permettre, n'est-ce pas, à celles qui émergeaient de pouvoir compétir. Voilà. Oui. Dernière question, on va parler du Gabon très rapidement. Après le putsch manqué, là-bas, il y a cas d'école, surtout par rapport à la gouvernance dans ce pays. Un président malade. Le cas du Gabon est très inquiétant. Vous avez vu tout ce remue-ménage, n'est-ce pas, autour du président de la République qui est très malade, nous l'avons vu. Oui. Je crois qu'il faudrait que la Constitution soit plus claire dans des cas comme cela. Et que lorsque le président connaît une certaine incapacitation, qu'on envisage de le libérer et de faire en sorte que de nouvelles élections puissent désigner un président de la République plus apte à conduire les destinées de la nation. Surtout qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation, en Algérie aussi. Oui, c'est exactement. En Algérie, nous avons un président qui est pratiquement sur une chaise et qui ne maîtrise pas, n'est-ce pas, tous les déterminants de la gouvernance dans son propre pays. Oui. Jacques Habib Sy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes consultant et aussi directeur de SUSDEV Consulting. Vous étiez notre invité dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Merci, Madame Macky. Merci à vous. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed Tidiane Diop et Serigne Saliou Keita pour la réalisation. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.